On va conclure avec cette troisième table ronde. On va rester sur le terrain avec une autre association qui s'est engagée dans cet accueil des migrants. C'est le Secours catholique. Madame Emmanuelle Hérin, bonsoir. Vous êtes déléguée départementale de l'association. Si on veut comprendre le travail du Secours catholique, c'est complémentaire avec Coalia. Monsieur parlait tout à l'heure, par exemple, d'une synergie. C'est ce que vous faites aussi avec d'autres associations? Oui, exactement. Enfin, avec Coalia, on pourrait... Tout à l'heure, Madame Grelet citait le CAO de Cancale ou même d'autres sur la guerre, Chou-Fougère. Il est clair que nos bénévoles du Secours catholique, partout où ils sont et où Coalia est, en général, il y a des liens très forts. Donc oui. Et puis, je pense que ça fait partie des fondements, en tout cas, de notre association, qui est le travail avec des partenaires, dont des partenaires associatifs, mais pas que. Ça se fait donc dans la complémentarité. En quoi vous êtes complémentaire avec Coalia? Je pense que le Secours catholique, alors, il y a le complément avec Coalia, mais il y a aussi là où Coalia n'est pas présent. Nous, on s'inscrit vraiment sur 3 dimensions, hein. On favorise partout où c'est possible la vie quotidienne de ces personnes qui arrivent en France. Mais comme je dirais tout à l'heure, Monsieur le maire de l'Aillé citait pour nous, c'est toute personne en fragilité. Donc, une personne migrante est une personne en fragilité. Donc, partout, notre action est la même et la même ciblée vers ces personnes migrantes. Donc, c'est vraiment favoriser leur intégration par l'apprentissage du français, par aussi des activités. Tout à l'heure, monsieur citait le sport. Monsieur le maire de Martigny-Ferchose citait le sport, ces activités culturelles, tout ce qui contribue aussi à s'intégrer et à comprendre la société. Et puis aussi, on a toute l'action autour de l'accès aux droits. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai, effectivement, quand il y a une association comme Coalia, où les travailleurs sociaux prennent en charge cet aspect-là. Mais sur d'autres endroits, on va aussi être sur un accompagnement administratif et un accès aux droits. Et puis ensuite, on a aussi tout un aspect qui est l'aspect plaidoyer. Tout à l'heure, Madame Chapdelaine citait la loi Asile. On l'avait notamment rencontrée avant que la loi Asile soit votée pour aussi un petit peu dénoncer des aspects qui nous semblaient pas justes. Et puis après, les aspects de plaidoyer, c'est notamment ce qui se passe. Tout à l'heure, on citait les jardins de la poterie. C'est aussi comment est-ce qu'on peut alerter les institutions comme l'État ou comme d'autres institutions sur la situation des migrants. Et en particulier, j'ai beaucoup aimé l'intervention du monsieur du collectif brusois sur même Monsieur le maire de l'Aillé qui citait ces personnes qui pour nous aujourd'hui l'alerte est bien là. Ce n'est peut-être pas les personnes qui vont être chez Coalia, puisqu'on sait que de toute façon on va travailler à ce que le statut de réfugié puisse advenir. Mais toutes ces personnes qui sont dans une espèce de vide temporel, qui sont en France depuis 5 parfois jusqu'à 10 ans, hein, et je peux vous dire que dans l'Assemblée ce soir il y en a, et qui ne se sortent pas de leur situation et qui sont complètement englués. Et nous qui sommes avec eux, et quand je dis nous, je dis pas que le Secours catholique, mais beaucoup de personnes qui œuvrent ici ce soir, on ne sait pas quoi faire, quoi. Et pourtant, la détresse, elle est profonde et elle est grande. Voilà. Ces personnes-là sont dans une impasse, vous aussi également en quelque sorte. Comment vous travaillez pour sortir de cette impasse au sein du Secours catholique aujourd'hui ? Je pense qu'il faudrait leur laisser la parole. Je viens de passer 4 jours avec le Secours catholique. On avait un séjour participatif, c'est-à-dire qu'on s'est mis 4 jours, 50 acteurs du Secours catholique à réfléchir sur ce qu'on veut de l'avenir de notre association. Et donc parmi ces acteurs, il y avait des personnes migrantes, dont certains sont en situation irrégulière ou viennent d'arriver sur le territoire, dont deux jeunes Guinéens, 18 et 20 ans. Et en fait, la force peut-être d'une association comme la nôtre, qui œuvrent très localement, puisqu'on a une 40aine d'équipes locales rien qu'en Ille-et-Vilaine, c'est peut-être de leur permettre d'être un lieu où tout simplement on les accueille. C'est-à-dire que c'est peut-être ça la base et la chose la plus importante, c'est que ces personnes se sentent accueillies alors qu'elles viennent d'avoir un parcours. Mais moi j'ai écouté Mohamed pendant 4 jours, un jeune de 18 ans qui a vécu ce qu'il a vécu, mais c'est pas normal. C'est juste, c'est révoltant et c'est attristant à un point. C'est une douleur, quoi. Vous citiez tout à l'heure la douleur de ces jeunes, mais oui. Et on a juste envie de les aimer. On a juste envie d'être là avec eux et de leur dire non mais il y a d'autres personnes qui veulent que vous soyez les bienvenus en France. Voilà. Et il y a aujourd'hui plus de 1000 personnes sur l'Ille-et-Vilaine, c'est ça, qui se sont engagées avec le Secours catholique ?
On a un réseau de 1100 bénévoles, oui, répartis sur une quarantaine d'équipes locales sur tout le territoire. Et sur ce qui a été dit sur les précédentes tables rondes, avec votre expérience du terrain en comparant, est-ce qu'il y a des différences entre les discours finalement et la réalité du terrain ? Je pourrais pas dire ça. J'ai vraiment découvert là depuis 2015 cet engagement d'un certain nombre de maires, et le nombre est important, et de leurs conseils municipaux sur une volonté d'accueil. Et j'avais l'exemple de Martigny-Ferchaud parce que j'entends les bénévoles de Janzé qui en parlent, mais j'ai aussi entendu les bénévoles de Cancale, j'ai aussi entendu à Fougères, j'ai aussi entendu à la Guerche de Bretagne, dans différents endroits en Ille-et-Vilaine, et je pourrais beaucoup plus en citer, là j'en oublie, et c'est pas juste, qui viennent témoigner, moi je trouve qu'ils viennent témoigner d'un véritable engagement des municipalités, et parfois c'est des municipalités qui n'ont pas forcément beaucoup les moyens, mais alors il y a une envie de faire quelque chose. Et moi je dirais, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été beau avec les municipalités qui se sont levées quand on les a appelés pour accueillir des Syriens, et les Syriens n'arrivant pas ont pris le risque d'accueillir des migrants qui sont dans une impasse totale. Et là, je pense à des municipalités, des communes autour de l'Aillé, à l'Aillé même, voilà. Enfin, les bénévoles agissent nous aussi sur ce secteur-là, et qui osent le faire en se disant, on ne sait pas pour combien de temps on est parti, mais on y va parce que c'est pas juste de laisser des gens dans des situations comme ça. Et on va poursuivre peut-être avec le regard d'Odile Grelet également sur cette question-là et sur ce maillage territorial. C'est une réussite en Ille-et-Vilaine au moins, comparé à d'autres territoires peut-être que vous connaissez, Odile Grelet ? Je dirais que globalement c'est une réussite en Bretagne. On a une chance énorme, c'est qu'effectivement il y a des élus et des populations qui sont prêts à engager. Coalia au national, moi j'ai un petit retour effectivement des collègues où il y a des régions beaucoup plus compliquées en tous les cas. Donc la Bretagne est une vraie terre d'accueil. Ça marche bien donc l'accueil en tout cas sur le territoire, sur le département. Emmanuel Hérin, c'est bien réparti en tout cas. On a un problème micro, on va voir. Ouais. Je dirais que ça marche bien. Oui, ça marche bien. En tout cas, la Bretagne n'a pas à avoir honte de sa tradition d'accueil. Voilà, ça je veux le dire. Et ce que je voulais dire aussi pour compléter ce que disait Monsieur le maire de Martigny-Ferchaud, c'est que en fait, j'ai là je m'embarque sur un terrain qui est un peu, mais j'ose le faire. Voilà, j'ai des bénévoles de certaines communes qui m'ont dit, ça s'est tellement bien passé que ça a eu une répercussion positive sur les élections. C'est-à-dire que, en fait, l'arrivée sur certaines communes des migrants a suscité un élan citoyen de personnes qui, peut-être une semaine avant, n'avaient pas pensé qu'ils s'engageraient auprès des migrants, mais ils ont tellement été touchés par ce qui s'est passé. Il faudra entendre le maire de Cancale qui a aussi un beau témoignage là-dessus. Ça a tellement bien fonctionné qu'en fait, le regard a changé. Et effectivement, je ne sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure, c'est plus de migrants dont on parle. C'est d'une Madeleine, d'un Junior, d'un Robert. Voilà, c'est des personnes avec un nom, des personnes avec qui on vit, des personnes qui montrent des compétences, des talents, une envie de vivre malgré ce qu'ils ont vécu, qui en fait bouleverse et fait que on peut plus voir la migration de la même façon. Voilà. Vous parliez d'oser, c'est ce que vous dites aux bénévoles du Secours catholique. Monsieur l'exprimait tout à l'heure également. Il a reçu des personnes chez lui. C'est le message. Il faut qu'on ose aujourd'hui. Alors, le truc, c'est qu'au Secours catholique, en fait, les bénévoles, ils osent avant qu'on leur dise. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais il n'y a pas que, mais souvent, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si aussi on le dit si fort, c'est parce que on a compris ces derniers mois qu'il y avait un enjeu de société. C'est-à-dire que c'est pas seulement oser l'accueil, parce que finalement on arrive à s'organiser pour faire quelque chose et puis on a envie de le faire, mais on s'est aussi dit que il fallait s'engager parce qu'il y a un enjeu de société, parce qu'il y a trop de mauvaises idées, trop de préjugés qui pourrissent certains débats, certains dialogues, et que donc du coup
oser s'engager avec eux, c'était effectivement les aider eux-mêmes, mais c'était aussi dire à la société, attention, si on ne saisit pas cette chance-là, on passe à côté de quelque chose. Et en tout cas, on ne respecte pas nos valeurs républicaines, ou même au sein de l'Église, parce qu'on est un mouvement d'Église, nos valeurs d'Église. Voilà. Et du coup, et puis les valeurs humaines de base, je pense qu'on est assez d'accord. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on souhaite un peu plus travailler, et on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais en tout cas, on essaye. Et une des choses qu'on fait... en fait, une association, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, vous les uns et les autres qui faites partie d'associations ou de mouvements ou de collectifs, c'est une forme d'engagement citoyen, c'est une forme d'engagement politique en fait. En tout cas, c'est une forme d'engagement avec la société. Et on est venu aussi à se dire que le fait d'accueillir aussi dans notre association des personnes migrantes pour être bénévoles, alors que même elles n'ont pas de statut, elles sont déboutées, elles sont vraiment en situation irrégulière avec des risques d'être renvoyées chez elles, eh bien non, nous on a pris le pari de les intégrer comme bénévoles aussi parce qu'elles s'ennuient et qu'elles ont des tas de compétences, ce qui fait que moi j'ai gagné des super bénévoles en compta, en informatique, j'en ai même une qui est responsable d'un service, et du coup, pof, on démultiplie aussi nos capacités d'action, voilà, tout simplement. Merci. Alors maintenant, on va pouvoir échanger avec deux témoins, donc messieurs Issam Sabag et Diab Alassane. Bonsoir, messieurs. Donc vous avez deux parcours différents, mais on va en parler. Alors tout d'abord, Issam Sabag, vous êtes né à Damas en Syrie et vous êtes arrivé en France en 1968 pour vos études. C'est ça ? Exactement. Voilà. Donc d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette soirée. Et effectivement, je suis né à Damas en 1943, donc, et j'ai passé toutes mes études premières, secondaires et universitaires à Damas, où je suis venu en France avec mon diplôme de pharmacien. Donc, c'était le but de ma venue, c'était pour continuer mes études supérieures et obtenir le doctorat d'État avec des diplômes concernant la pharmacie industrielle et la pharmacologie. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et là où j'ai poursuivi mes études, c'est à l'Université de Lyon, à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. Et en 1974, donc, j'ai obtenu ma thèse, et tout de suite après, donc, j'ai intégré l'Institut Pasteur de Lyon, ou comme chargé de recherche. Et ensuite, j'ai évolué dans l'Institut pour devenir chef de laboratoire. Voilà, au cours de cette période, donc, je me suis marié et j'ai eu mes enfants, donc, l'un après l'autre. J'ai eu 4 enfants, alors 3 filles et 1 garçon. Alors là, je suis fier d'eux parce qu'ils sont tous réussis dans leur vie. Et j'ai deux enfants qui ont fini leurs études dans des écoles nationales, c'est-à-dire j'ai une qui est docteur vétérinaire et l'autre qui est ingénieur de Polytechnique de Grenoble. Et donc maintenant et puis les autres, ils poursuivent leurs études, leur parcours professionnel. Donc ils ont tous fait des études à l'université. Voilà, donc maintenant, j'ai continué donc après dans mon parcours professionnel dans d'autres sociétés telles que des grandes sociétés comme Behring Diagnostic. Donc ensuite, j'ai fait aussi, à un moment donné, j'étais au chômage et j'ai créé ma propre société de services en se basant sur un programme, sur une technologie dont la technologie a été publiée par l'usine Nouvelle, et avec ça j'ai créé la société. Donc, mais bon, malheureusement, vu des moyens, j'ai pas beaucoup de moyens, et donc au bout de 3 ans, j'ai été obligé de l'arrêter. Et puis j'ai eu une opportunité après en Bretagne, et voilà, j'arrive en Bretagne en 2000. Dans une société où j'ai créé le laboratoire de recherche, une start-up pour préparer des kits de diagnostic pour l'agroalimentaire.
Et donc, j'ai travaillé jusqu'au moment où, après, la société, encore, elle n'a pas pu continuer. Donc, moi, j'étais, après, à la pré-retraite, et puis j'ai pris ma retraite après. Maintenant, je suis retraité. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, je m'investis un peu dans le centre social de Théiblone, c'est-à-dire dans différentes activités. C'est dans l'illettrisme. Donc, je fais des cours de français pour des migrants, des Syriens ou non Syriens. Et puis, je m'investis aussi dans les activités de type, disons, culturel, de la musique, la philo. Et puis, je suis aussi administrateur à la ARCS, c'est-à-dire l'Association rennaise des centres sociaux, comme administrateur suppléant. Voilà, vous avez tout sur mon parcours. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, de toute façon, si vous avez une question, je suis prêt à vous répondre. Alors moi, j'avais plein de questions, mais vous avez tout dit. Non, j'ai une question en fait. Au début de votre parcours, vous avez dit que vous êtes resté une décennie au début. Donc vous avez été donc à l'université, ensuite à l'Institut Pasteur, et vous êtes resté. Mais au départ, vous souhaitiez repartir. Hein. L'idée, c'était ça, c'était pas de rester. Non, c'est-à-dire voilà. Alors ce qu'il y a, non, j'ai pas souhaité partir parce que j'avais déjà ma femme, mes enfants et mon activité. Non, mais quand vous êtes venu la première fois, en fait, vous pensiez repartir. Au début, c'était disons, j'avais une volonté de venir en France, ça c'est clair. C'est-à-dire, au moment où j'ai commencé mes études, je savais que j'allais venir en France. Donc, et au moment où je suis venu, j'avais une pharmacie. Donc j'ai financé mes études avec la pharmacie que j'avais en Syrie. Donc jusque-là, c'était bon. Mais après, j'ai eu des déboires avec la pharmacienne que j'ai mis à la pharmacie et j'étais obligé de la vendre. Voilà, j'étais obligé de la vendre pour payer, disons pour finir. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité d'être à l'Institut Pasteur. Donc, et puis j'ai continué parce que j'ai commencé à avoir ma première fille. Puis après, 1 an après, c'était la seconde. Et puis 3 ans après, c'était le garçon, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, et puis j'étais naturalisée française. C'est par le fait simplement de mon séjour en France, c'est-à-dire 10 ans après, et mon travail pendant 5 ans déjà. Et donc je l'ai pris de façon tout à fait. Disons, comme il faut. Voilà. Alors, à l'instar de Jude Jassouma, dont on parlait tout à l'heure, je pense que vous pouvez peut-être aussi écrire un livre sur votre histoire. On le lira avec plaisir. Donc aujourd'hui, vous vous investissez énormément pour les migrants, les nouveaux migrants, donc dans votre quotidien. Pourquoi vous le faites, en fait ? En fait, là, au moment où il y avait la vague des Syriens qui sont venus ici, donc on a fait une réunion, et c'était à mon initiative dans le cadre de l'association pour la Syrie. Donc, et j'ai pensé que normalement, moi, pour mon avis, et je crois que je le défends avec fermeté. Je dis, un immigrant qui arrive en France, il faut qu'il apprenne 2 choses tout de suite. Il faut qu'il commence tout de suite à apprendre 2 choses. D'abord la langue, et qu'il faut vraiment faire en sorte pour qu'il travaille la langue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de lui faire une petite formation de civisme et de la vie, comment ça se passe en France. Comme ça, de cette façon-là, on peut toujours trouver le moyen pour que les gens se comprennent avec eux. Parce que sans ça, il y a toujours quelqu'un qui est motivé pour s'intégrer, mais il y a aussi des gens qui s'en foutent et qui ont comment dirais-je, les aides, etc. Et puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent, etc. Donc, la langue et le civisme. Le civisme, c'est-à-dire comment ça se passe en France, comment on vit en France, comment on prend rendez-vous, comment il faut faire pour vivre. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très, très, très important. Voilà. Moi, mon avis, c'est ça. Madame Grelet, j'imagine que vous allez aussi dans le même sens. Le micro marche, non ? Il marche, oui. Il faut l'allumer peut-être. Donc j'imagine que oui. Eh ben non.
Bah oui, effectivement, l'objectif c'est de rendre le plus possible les personnes autonomes, c'est qu'elles n'aient besoin de personne pour se débrouiller dans notre société. Donc effectivement, la première chose c'est l'apprentissage de français, parce que ça permet de se débrouiller dans la société, puis d'avoir une connaissance de ses droits et aussi de ses devoirs au regard de la société. Et puis c'est effectivement comprendre notre système, comprendre notre culture et comprendre notre administration. Ce qui est pas simple déjà pour nous, vous imaginez bien, mais pour des personnes étrangères, c'est plutôt quelque chose de très compliqué. Alors on va passer peut-être le micro à Monsieur Alassane maintenant. Merci en tout cas Monsieur Sabag. On pourra vous reposer des questions tout à l'heure en tout cas. Donc Monsieur Diab Alassane, bonsoir. Alors vous êtes d'une autre génération que Monsieur Sabag. Alors, on écoutait son témoignage à l'instant. Alors, quand est-ce que vous êtes arrivé en France ? Bonsoir tout le monde. En fait, je suis arrivé en France le 4 août 2006. À la base, vous êtes venu pour vos études ? L'objectif, c'était pour suivre mes études supérieures et retourner chez moi pour travailler dans... Voilà, l'idée, c'était de retourner en Syrie ? À l'époque, oui. Oui. Et puis, entre-temps ? Non. Non. Maintenant, je reste. Parce qu'il y a eu la guerre, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, vous avez été empêché de retourner en Syrie. Alors, quelle démarche à ce moment-là vous avez dû faire pour rester en France ? Pour rester en France, il y avait deux possibilités. La première, il faut faire une demande d'avoir la nationalité française. Donc, j'ai fait une première demande avec l'aide de mes amis. La première demande, c'était pas accepté. Donc, j'étais obligé de faire une demande d'asile. J'ai passé par Qualia. J'ai réussi à avoir l'asile. Et après, j'ai essayé de vous faire pour avoir la nationalité française. Et j'ai réussi à avoir aussi la nationalité française. Alors, c'était en quelle année que Qualia vous a accompagné ? Qualia, c'était en 2015. 2015. Et en 2016, j'ai eu la nationalité française. Donc Qualia vous a accompagné. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment de changer de statut dans la société depuis que vous avez la nationalité française ? De changer ? Le regard des gens a changé ou pas ? Je pense non. C'est pas très non. Vous êtes resté donc aussi pour votre famille, parce que la guerre est arrivée. Mon choix de rester en France. C'était parce qu'en fait, j'ai ma femme, j'ai 3 enfants et je voudrais que mes enfants vivent le pays et la sécurité que la France peut leur offrir, parce que c'est le pays de droits d'homme et de la liberté. Néanmoins, j'imagine que c'est une déchirure pour vous de ne pas pouvoir emmener vos enfants découvrir la Syrie ? C'est un peu dommage, mais on a gardé les deux nationalités en fait. On a toujours la nationalité syrienne. Et un jour, la guerre va être terminée, mais c'est possible soit de la visiter, soit de retourner chez moi. Vous avez encore de la famille, des amis là-bas en Syrie ? J'ai toute ma famille qui sont là-bas. Vous avez des contacts ? On habite sur la côté de la Turquie. Il y a des lignes téléphoniques de la Turquie. Et donc, on arrive à contacter soit par le Facebook, soit par les WhatsApp. Et ils ont envie aussi de partir de Syrie ou ils veulent rester, ils souhaitent rester pour le moment ? J'ai 3 frères et avec mes parents. Mes parents sont pas très envie de quitter le pays. J'ai un frère qui voudrait partir, mais n'est pas bien réussi. Alors aujourd'hui, vous vivez comment, monsieur ? Aujourd'hui, en fait, je pense on est bien s'intégrer dans la société française. On a des bonnes relations, même au niveau familial. Donc, je pense c'est juste on a un petit souci par rapport la situation professionnelle. Jusqu'à maintenant, j'ai pas bien réussi à avoir un travail stable. D'accord. Qualia, par exemple, vous l'avez accompagné au début. Aujourd'hui, vous accompagnez encore Monsieur Alassane ou pas du tout ? Comment ça s'arrête à un moment donné, j'imagine ? Oui, ça s'arrête à partir du moment où les personnes ont leur propre logement.
et heureusement que ça s'arrête parce qu'il faut aussi que ça ait une fin, l'accompagnement de Coalia. Ce qui est important, c'est, on a parlé rapidement tout à l'heure il y a différentes phases de deuil aussi pour les personnes qui quittent leur pays. Il y a le fait de pas y retourner. Il y a le deuil aussi sur la perte du statut social. Les personnes qui arrivent, j'ai l'habitude de dire qu'elles sont comme vous, comme moi, c'est-à-dire qu'elles sont finalement le reflet des personnes qui composent la société française. Il y a des ouvriers, il y a des cadres, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des femmes de ménage, voilà. Et la difficulté, en particulier pour les personnes qui étaient diplômées dans leur pays d'origine, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à retrouver un statut identique. C'est un long parcours du combattant, et que aujourd'hui, certains d'entre elles occupent des emplois que les Français ne veulent pas occuper. Donc, on a notamment beaucoup de personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire en Bretagne, dans les abattoirs. C'est parce que voilà, il y a un besoin de main d'œuvre. Et moi, j'ai toujours en souvenir cette dame économiste russe qui est devenue femme de ménage et qui a eu énormément de mal à se sortir de sa situation. Justement, tout à l'heure, Monsieur Alassane, vous disiez que vous étiez venu en France pour vos études. Alors, quel métier vous avez appris aujourd'hui? Vous disiez que vous n'aviez pas de travail. Vous recherchez un travail, donc dans quel domaine vous recherchez? En fait, je suis agronome. Je suis venu en France pour faire une thèse en écologie, ou dans le domaine de la protection des plantes. Et l'objectif, c'était d'avoir des nouvelles technologies pour améliorer la situation chez moi. Maintenant, depuis 2012, je suis en CDD à l'université de Rennes 1, dans le domaine de l'écologie et la production végétale. Et vous recherchez un autre travail? Je voudrais rester dans ce domaine, où je cherche dans notre ville aussi. Parce qu'il y a du monde ce soir, enfin en tout cas, voilà. Merci en tout cas de vos deux témoignages. Au plaisir. Et puis on aura l'occasion bien sûr de vous reposer des questions. On peut applaudir, oui. On va passer peut-être à l'âge de la tortue. Tout à fait, on va accueillir Madame Céline Laflute. Alors Céline Laflute, vous êtes donc coordinatrice de l'âge de la tortue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors votre collectif s'est lancé dans une encyclopédie des migrants, ni plus ni moins. Tout à fait. Gros Rien projet. que ça. Alors vous pouvez nous parler justement du travail de l'âge de la tortue qui coordonne ce projet? Oui, un petit mot pour vous dire qu'est-ce qui se cache derrière l'âge de la tortue. J'ai pas fait exprès, mais j'ai mis les couleurs de l'association. C'est une blague. Oui, donc à l'âge de la tortue, en fait, on est une structure artistique qui est implantée à Rennes, dans un quartier qui s'appelle le Blône, au sud de Rennes, qui est un quartier qu'on dit populaire et qui est particulièrement cosmopolite. Il y a plus de 50 nationalités représentées. Donc on est installé là et on travaille en fait à produire et diffuser des œuvres artistiques qui s'intéressent à nos représentations sur le monde d'aujourd'hui, sur des questions de société, des questions politiques et qui nous interpellent tous en tant que citoyens. Voilà, donc on est vraiment sur ces questions-là et bien sûr la question de la migration est une des questions qu'on partage tous ici et qui fait partie de nos intérêts depuis pas mal d'années maintenant. Et expliquez-nous donc l'encyclopédie des migrants. Alors donc c'est un projet artistique qui a été initié par une artiste d'origine espagnole qui s'appelle Paloma Fernandez Sobrino, donc qui est elle-même migrante et qui même se dit double migrante. Voilà, je pourrais y revenir après si vous avez des questions. Et donc ce projet en fait un petit peu fou se base sur 10 années de collecte de récits intimes de personnes migrantes, ce qu'on a donc mené sur le quartier du Blône à Rennes. Et il y a eu vraiment l'envie d'aller plus loin, de continuer à collecter des récits, puisqu'il y avait une énorme demande de personnes de raconter leur histoire et de la partager. Donc Paloma a proposé à l'âge de la tortue de réaliser une encyclopédie des migrants pour faire une somme
Et finalement, en choisissant d'appeler cette somme une encyclopédie, très vite, on s'est retrouvé à s'attaquer à un symbole très fort du savoir plutôt légitime, plutôt académique, plutôt sérieux. Et du coup, tout l'intérêt du projet était aussi de se réapproprier cet endroit-là très symbolique pour y proposer un autre type de savoir, un savoir donc du vécu, de l'intime, et du coup parler des migrations depuis un autre endroit. Voilà. Quels sont les enjeux autour de ce projet ? Donc ce projet, justement, on parle d'accueil de personnes migrantes depuis le début de la soirée. On parle beaucoup de personnes migrantes qui sont en situation plutôt difficile, qui ont parfois subi du coup leur départ de leur pays d'origine. Justement, avec ce projet-là, qui se prénomme Encyclopédie, il y a justement la volonté de parler d'une diversité de situations justement derrière cette question des migrations, et que les parcours sont multiples, les situations aussi, les raisons, les motifs aussi, et qu'on avait justement envie d'ouvrir le plus possible les regards là-dessus et de ne pas se cantonner ou s'enraciner dans une vision misérabiliste de la question. Voilà. J'imagine que c'est compliqué à faire, mais que contient cette encyclopédie en quelques mots ? En quelques mots, donc c'est un gros ouvrage, un livre d'artiste qui contient 400 récits intimes donc de personnes qui ont un parcours migratoire qu'on a rencontrés dans 8 villes européennes, donc en commençant depuis Rennes et ensuite en allant donc travailler avec des villes de la façade atlantique de l'Europe, donc entre Brest et Gibraltar, tout le long de la façade atlantique. Et donc ces témoignages, en fait, ils sont composés, ils ont un dénominateur commun. Donc la demande qui a été faite, la proposition qui a été faite aux personnes qu'on a rencontrées, c'était donc d'écrire une lettre intime, donc vraiment manuscrite, presque un exercice qu'on ne fait plus tous ou plus toujours, et donc de l'adresser à une personne qui est restée dans le pays d'origine de cette personne-là, donc de l'adresser éventuellement en langue maternelle pour convoquer l'intime, encore que des personnes ont préféré choisir la langue de leur pays d'accueil, ça dépend. Et du coup de raconter qu'est-ce que cette expérience migratoire, qu'est-ce que ce déplacement géographique a provoqué dans leur vision du monde et dans leur identité. Voilà, donc c'est le contenu des témoignages, c'est vraiment des lettres à la fois réelles et fictives, puisqu'elles ont été écrites pour le projet et dans ce cadre très précis, donc à la fois intime et public, donc c'est quand même assez particulier comme exercice. Et qui sont donc traduites dans les 4 langues des pays partenaires, donc vers le français, mais aussi vers l'espagnol, le portugais et l'anglais, puisqu'on a travaillé avec 2 villes en Espagne, 2 villes au Portugal et Gibraltar. Et elles sont accompagnées de portraits photographiques qui amènent un autre regard, et ces portraits ont été vraiment co-construits avec un photographe à chaque fois et la personne, et l'idée c'était que la personne choisisse aussi à cet endroit-là comment elle avait envie de se présenter. Voilà. Comment aujourd'hui cette encyclopédie va continuer à vivre ? Alors donc cette encyclopédie est sortie très récemment, donc c'est le résultat de 3 années de travail. On a beaucoup rêvé avant qu'elle arrive. Donc elle est sortie au mois de mars là, très récemment. Donc elle existe sous 2 formes, une forme papier, donc un très gros livre que vous pourrez voir juste après dans le hall d'accueil. Et en fait cet objet, l'idée c'est vraiment justement de rejouer les codes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert du siècle des Lumières, le très beau livre luxueux qui pèse par son poids symbolique, son poids historique. Donc il y a vraiment eu ce choix très radical d'une publication sous cette forme, et qui aussi a fait l'objet, et donc c'est le début de la vie de cette encyclopédie, de remises officielles en présence des maires de l'ensemble, ou des élus de l'ensemble des 8 villes partenaires. Et ça, c'était un des endroits du projet très très important, puisque l'idée c'était aussi à travers cette encyclopédie d'offrir une reconnaissance aussi aux personnes qui ont ces parcours migratoires et qui font partie intégrante de nos villes et de notre société, et de se dire c'est notre
notre histoire commune et on souhaite prendre un temps symbolique, public et politique pour le partager ensemble. Donc voilà pour la partie papier, on va dire, et elle existe aussi parce que ce serait un peu dommage d'avoir 8 exemplaires de ce très beau livre. C'est quand même un accès qui peut être un peu limité, même si l'idée c'est d'aller la consulter là où elle est disponible. Donc il y a une version numérique qui permet du coup, qui est en ligne là déjà, et qui permet d'aller consulter cette encyclopédie avec des filtres de recherche voilà, très différents. Le projet est tout frais, donc est-ce que vous pensez à une encyclopédie des migrants 2 du côté de l'âge de la tortue? Est-ce que vous vous projetez déjà sur la suite? Alors, une encyclopédie des migrants 2, peut-être pas. On assume qu'il y a une limite. On n'est pas sur une encyclopédie Wikipédia où on peut l'alimenter au fur et à mesure. Il y a vraiment derrière chacun des 400 témoignages, il y a eu une rencontre particulière avec des personnes sur le terrain qui ont du coup accompagner l'écriture de ces témoignages, donc on n'imagine pas forcément en faire beaucoup plus. Par contre, ce que je voudrais juste souligner, c'est que donc on n'a pas fait cette encyclopédie tout seul, donc on l'a effectivement initiée à Rennes dans le quartier du Blône. On a réuni un groupe de réflexion qui s'est réuni à peu près 8 fois sur ces 3 années pour travailler avec nous du coup sur les processus le processus de création de ce projet, c'est-à-dire par exemple l'encyclopédie des migrants, migrant qui peut témoigner dans cette encyclopédie, qu'est-ce que ça veut dire, ça commence où, ça s'arrête où, voilà, donc on a parlé de ce genre de choses, comment on va collecter des témoignages intimes comme ça, demander à des personnes de livrer une lettre une personne proche, de la publier. On a travaillé sur ce type de choses, sur comment aussi, quand cette encyclopédie sort, comment on accompagne aussi cette chose-là. Donc voilà, on l'a pas fait seul, on l'a fait aussi donc avec des partenaires européens dans les autres villes du projet. Il y a Brest et Nantes en France, il y a Riron et Cadix en Espagne, Porto et Lisbonne au Portugal, et Gibraltar qui est donc un territoire d'outre-mer britannique. Donc on a travaillé avec des partenaires locaux qui se sont appropriés en fait le projet et qui ont mené la collecte des témoignages dans leur pays, dans leur ville. Et donc voilà, ce que je voulais simplement resituer ça, et ça c'est un des endroits très importants du projet. C'est pour ça que ça a duré 3 ans aussi. C'est qu'on a passé beaucoup de temps à se demander comment on allait la faire et puis surtout à prendre du temps sur le terrain. Et ça c'est aussi important que le résultat, tout ce que ça a pu générer en termes de rencontres et d'échanges de points de vue sur qu'est-ce que c'est que la migration. Voilà. Merci Céline Laflute. Je le rappelle, donc on pourra la consulter après les oui, avec échanges. plaisir. J'espère que ça vous aura donné envie. Alors merci à tous. Dans quelques instants, le mot de la fin sera donc donné à Jeanne-Françoise Hutin, présidente de la Maison de l'Europe qui a organisé cette soirée. Auparavant, on va peut-être vous laisser aussi encore le micro pour quelques dernières questions, comme ça pour terminer la soirée. Alors il y a une question au milieu là devant. Alors il y avait des questions aussi sur le site internet, on essaiera d'en lire une ou deux. Ça va ? Oui. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'habite à Crevin, donc pas très loin d'ici. Merci à tous pour vos témoignages. Et en fait, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, c'est surtout une question pour les associations. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a envie d'aider ? Que ça soit juste donner 1 heure par semaine ou jusqu'à accueillir quelqu'un chez soi. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Qui répond ? Emmanuel Hérin, peut-être ? En fait, c'est assez simple. Voilà. Déjà, le premier élément de réponse, c'est se renseigner sur sa commune, s'il y a une action. Voilà. Et puis, si effectivement il y a une action, eh bien, sur sa commune ou sur des communes environnantes, moi je crois très fort à l'implication locale. Voilà, parce que elle est parfois un énorme facteur. Enfin, ça peut aider les personnes à s'intégrer. Donc déjà, voir sur sa commune ou les communes environnantes les chefs de canton s'il y a une action, et puis à partir de là de voir
quelle est cette action et du coup comment moi je peux m'y impliquer. Donc ça c'est le premier élément de réponse. Et alors il y a aussi une autre vue. Je pense aussi à une jeune bénévole qui est là parmi nous et qui, elle, avait le désir d'une action en particulier, mais c'était pas sur sa commune, donc elle est venue à Rennes pour la mener. Voilà. Donc c'est parce que c'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie de donner et du temps qu'on a y consacré, des compétences qu'on a. Et sur la question du logement, qui est une question beaucoup plus délicate, on a eu, quand il y a eu l'appel en 2015, la fin 2015, quand la crise a été forte, on a eu beaucoup d'appels de personnes qui voulaient proposer des hébergements. Il faut savoir quand même que héberger, je pense qu'on pourrait faire appel à monsieur qui a hébergé un couple de personnes âgées. C'est pas simple en fait l'hébergement, et il vaut mieux que ce soit très lié à une association qui a un peu une compétence particulière dans ce domaine-là. Je pense notamment à une association comme Habitat Humanisme ou d'autres associations comme Bienvenue par exemple, qui savent comment faire, parce que il y a l'élan du cœur qu'il faut avoir, hein, à mon avis, ça part toujours de ça, mais après il faut aussi être réaliste sur parfois la difficulté quand le temps s'installe en fait, quand les personnes s'installent dans le logement. Voilà. Nous, on peut aussi dire, par exemple, à la radio, avec Coalia, en fait, puisqu'il y avait 2 familles de Syriens sur la commune de Guichin, et ils venaient tous les jours, en fait, utiliser nos ordinateurs, le Wi-Fi, tout simplement pour aller sur Internet, pour prendre des infos sur leur pays. Donc voilà, ça peut être ça aussi une aide ponctuelle. Hein. Nous, c'était pas grand-chose, mais en tout cas, voilà ce qu'on a pu faire. D'autres questions ? Oui. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Claude. Je fais partie du collectif de Bru. Pour l'accueil des migrants. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 styles de migrants. Il y a les migrants que l'administration française a accepté d'accueillir, qui sont les migrants syriens qui ont un statut de réfugiés politiques, et il y a tous les autres. Et là, on n'a pas tout à fait la même administration. Et on a aujourd'hui un discours des associations où on essaye de faire le maximum pour bien les accueillir. Et on a en face de nous une administration qui, c'est dommage que monsieur le préfet ou un représentant ne soit pas là, qui font tout ce qu'ils peuvent pour rejeter les migrants de notre pays. Le pays des droits de l'homme n'est pas le pays du droit des migrants. Donc, je voudrais aussi citer par exemple une autre administration qui est la police des frontières, qui a tellement d'argent et tellement de choses à faire, qui sont capables d'aller arrêter un migrant à Rennes à la sortie des Restos du Cœur, alors qu'il sort avec ses paquets de nourriture pour sa famille, qu'ils l'emmènent, qu'ils le déteignent, qu'ils le mettent en détention pendant une journée, qu'ils font venir un traducteur et qu'ils lui mettent au QTF le soir même, de façon à ce qu'il quitte le territoire. Le migrant en question a 48 heures pour casser l'OQTF, pour faire un recours. Il fait le recours, il y a un jugement de tribunal, il y a un jugement du tribunal administratif, etc. Mais ça ne suffit pas, la police des frontières reconvoque ce migrant pour lui dire « Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu, vous allez partir ». Et ils sont capables de se déplacer à 2, de Rennes à Bru, pour revoir ce migrant, lui dire « vous allez partir ». On est très très riche dans ce pays pour payer des gens qui sont censés veiller sur notre sécurité et qui passent leur temps à ce genre d'attitude. Donc, je pense qu'on a une dualité. Aujourd'hui, on est un monde associatif, on a en face un pouvoir administratif, et quelque part, il va falloir qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que cette situation est intolérable. On ne peut pas accepter ça de façon durable dans notre pays. Dans le fond. Merci. Je vais aller un peu dans le même sens. Moi, je suis très impressionnée, effectivement, par l'immense fossé entre l'élan citoyen, associatif, humain, pas humanitaire, humain,
que l'on voit dans les lieux, par exemple, vous l'avez dit, monsieur le maire de Martigny-Ferchaud, où arrivent des migrants qui ne sont pas forcément des lieux qui spontanément semblaient s'y prêter, on a partout toujours le même type de réaction, c'est-à-dire plutôt des réactions d'étonnement extrêmement bienveillant et de rapprochement fraternel. Et à côté de ça, on a, et moi je vais plus loin, pas seulement une administration, mais des politiques, puisqu'on en a relativement peu parlé ce soir, des politiques migratoires ou des politiques de gestion des flux migratoires et des migrants en France qui sont d'une violence extrême. Vous avez parlé du parcours des très lourd des réfugiés, enfin de ceux qui arrivent en demande d'asile en France, mais la plupart des migrants, quels qu'ils soient, économiques ou autres, arrivent avec des parcours très lourds. Et leur séjour en France, la plupart du temps, est d'une violence absolue. Parce qu'effectivement, les administrations, il n'y a qu'à voir les délais de préfecture à Rennes en ce moment pour obtenir un rendez-vous pour un titre de séjour. Il faut savoir aussi qu'on enferme. On a à Rennes, à Saint-Jacques-de-la-Lande, un centre de rétention administrative où l'on enferme des migrants arrêtés en situation irrégulière en termes de papier. La France a été condamnée à nouveau cette année pour la deuxième fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour enfermer dans ces centres de rétention administrative des familles et donc des enfants. Ce qu'elle fait, ce qu'elle a encore fait à Saint-Jacques, puisque c'est notre territoire depuis peu de temps, on enferme des gens, on en expulse de ces gens qu'on enferme normalement juste le temps nécessaire pour les expulser du territoire français. Sur 100 personnes qu'on enferme, on en expulse 22, et sur ces 22, 70% sont expulsés vers un autre pays européen. C'est-à-dire qu'on impose 1 mois et demi à des familles, parfois 1 mois et demi c'est le maximum, 45 jours, d'enfermement dans des centres de rétention administrative, à des gens dont on sait qu'on ne peut pas les expulser, parce que l'administration le sait, et certains reviennent régulièrement. Donc je pense que quand on veut aider, il y a effectivement cet élan fraternel, que ça soit logé, aller donner des cours de français, simplement porter un autre regard, simplement discuter, reconnaître à quel point c'est magnifique de se confronter à des personnes qui ont d'autres modes de vie, d'autres histoires que les nôtres, et à quel point c'est enrichissant. Mais il y a aussi une vraie action politique à mener. Le cœur, c'est merveilleux, mais je pense que là, on en arrive au point où ça ne suffit plus, parce qu'après tout, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là ne souffrent plus. Et pour qu'ils ne souffrent plus, le mieux, c'est quand même d'arrêter les causes de leur souffrance, pas juste de les soigner ou de les apaiser. Alors, peut-être une dernière question, et puis après, vous pourrez aussi poser les questions au moment du pot à chacun. Enfin, je pense que les gens vont rester, donc n'hésitez pas. Dernière, pas question, mais intervention peut-être. Voilà, juste une intervention. Nelly Guingaud, je suis élue à l'Aillé. Je voulais juste vous remercier pour ces échanges et puis ces témoignages, car je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de parler des migrants, des réfugiés, de leurs conditions de vie, comme l'a fait tout à l'heure Nadia. De parler des réfugiés autour de soi pour que les Français soient de plus en plus nombreux à s'ouvrir aux autres sans craindre pour leurs économies et pour leur pays, bien au contraire. Voilà. Merci. Merci à tous. Pour terminer, on va laisser la parole à Jeanne-Françoise Hutin. Si vous voulez venir sur scène, je vais vous passer mon micro. Merci à tous. Merci beaucoup. Il est quand même extrêmement difficile de prendre la parole après tout ce qu'on vient d'entendre. Et pendant un certain moment de la soirée, je me suis dit, c'est quand même formidable. Nous essayons de nous organiser sur le plan européen, sur le plan national. La société civile prend en charge. Il y a tout un élan de générosité. On a envie de rendre heureux ces hommes et ces femmes qui sont nos frères, qui sont comme nous, que nous pourrions être, nous aussi. Donc à un moment, je me suis dit, c'est formidable. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour que nous réussissions. Or, les derniers témoignages montrent qu'en réalité, c'est au quotidien, quand on regarde de près, c'est très difficile. Les parcours sont insupportable. Des enfants dans le centre de rétention de Saint-Jacques que j'ai vu, c'est insupportable. Et puis, parallèlement, quand on regarde le monde, on voit que tout ça, c'est pas fini, que tout ça, ça va continuer. Je ne sais pas si vous avez regardé hier soir,
sur envoyé spécial ou je sais pas quoi, les enfants qui vont venir de Syrie, qui sont pris, on se trouve devant un problème absolument monumental qu'on n'a pas encore résolu. On cherche à s'organiser et on n'y arrive pas. Madame Chapdelaine disait avant la réunion qu'elle voudrait bien que tous les Européens appliquent les règles, qu'on se mette tous, que les directives, au moins on les applique, ça serait un moindre mal. Bon, encore faut-il, les Européens c'est nous, les Européens c'est nos gouvernements. Encore faut-il que tous les États prennent ces directives et les fassent leurs, ce qu'ils ne font pas ou qu'ils font très différemment, disait Madame Chapdelaine. C'est vrai. Alors, il y a ça, et puis il y a cette générosité qui existe, qui montre que on peut vraiment accompagner ces gens, les aimer, les regarder dans les yeux, les prendre comme nos enfants, comme nos grands-parents, être là pour les accompagner. Mais et on vient de vivre quelques mois où on a entendu des paroles insupportables. Des paroles qui ont été dites et qui, malgré tout, pénètrent les esprits. Et ces paroles, elles existent dans notre société. Il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Il y a beaucoup de gens. Dois-je vous dire que mardi dernier, le jour de la fête de l'Europe, j'en suis encore bouleversée. L'orchestre du conservatoire, où il y avait les enfants du conservatoire qui sont venus chanter l'hymne européen, c'était splendide. Ils avaient leur petite bouille heureuse, ils chantaient cet hymne. Ils le jouaient avec leurs instruments. Eh bien, quand même, il y a une personne qui m'a dit « On est bien en France ?» Parce que devant, il y avait beaucoup d'enfants venant d'ailleurs de la France. Mais c'était mardi. Des gens qui étaient venus pour la fête de l'Europe. Et cette personne m'a dit « On est bien en France ?» Donc, ceci existe. Et nous avons énormément à faire dans notre vie quotidienne, dans les familles, comme ça a été dit tout à l'heure, dans les écoles, dans nos communes, pour essayer de développer ce sentiment que l'autre est notre frère et que c'est dans l'autre, quel qu'il soit, qu'on trouve sa dignité, qu'on trouve son devenir, en fait. Et nous avons, sur le plan éducatif, nous avons aussi dans les médias, je dis tous les médias, nous avons un gros effort à faire parce que au quotidien, c'est pas vrai, on respecte pas tout le monde. Alors, je me suis dit, je suis venue ici parce que c'est la maison de Monsieur le maire. Nous avons décidé avec vous d'organiser cette soirée, et je me suis dit, qu'est-ce que l'Europe dont on rêve, l'Europe qu'on cherche, l'Europe qui, quand même, depuis quelques jours, on espère qu'elle va pouvoir se développer un peu plus. Cette Europe, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Nous sommes à un moment dramatique, où le monde tangue, où beaucoup de choses ne vont pas. Et nous sommes à un moment extraordinaire, où nous avons beaucoup de possibilités, beaucoup de richesses à distribuer, nous avons beaucoup de choses. Quand Robert Schuman a lancé, le 9 mai 1950, cette idée d'une communauté économique, d'une communauté européenne, cette idée qu'il nous fallait vivre ensemble pour résoudre nos problèmes, dans son discours, il y avait beaucoup de choses. Mais il y a deux choses que je retiens, en particulier compte tenu de la situation. Il a dit, pour que nous arrivions à faire la paix, à avancer, à sortir de nos difficultés, eh bien, il faut qu'on change. Il faut changer nos organisations. C'est ce que nous essayons de faire au niveau européen, au niveau français, mais il faut le changer fortement. Et la deuxième chose qu'il nous a dit, c'est qu'il faut prendre des mesures qui soient à la hauteur des défis que nous avons à relever. Alors, l'immigration, il y en a eu tout le temps dans le monde. Il y a eu les migrants qui venaient d'Espagne aussi, les migrants qui venaient de Pologne. Il y a eu les migrants qui sont venus. Aujourd'hui, il y a des drames en Syrie, mais l'Afrique, notre Afrique, aussi vit des moments dramatiques. Et il y a ces changements climatiques. Donc, les migrations, elles vont continuer. Donc il nous faut prendre la mesure de ce drame qui est aussi une richesse. La mesure de ce drame pour que nous nous organisions et que nous fassions des efforts qui soient à la mesure de ce défi à relever.
Arrêtons de nous cacher. C'est pas quelques mesures, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être qu'il nous faut dire. Et un certain philosophe, Monsieur Lévinas, qui était, je crois, balte, nous a dit que pour avancer, il faut regarder l'autre dans les yeux. C'est dans les yeux de l'autre différent, qu'on peut trouver le chemin qu'on a à prendre. Et je crois que là, cette soirée nous a montré ça. Vraiment, je vous remercie, vous tous qui avez témoigné de vos vies, de ce que vous essayez de faire dans différents cas. Monsieur le maire, de ce que vous faites dans votre commune, et ce que bien des maires qui sont ici font aussi. Donc, je vous remercie de tous ces témoignages qui montrent que c'est possible, mais qu'il faut relever la tête, et se mettre debout pour avancer. C'est ce que je peux dire pour terminer cette journée. Merci beaucoup. Merci Madame Jeanne-Françoise Hutin, donc présidente de la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne. Cette soirée touche donc à sa fin. Merci à la Maison de l'Europe pour cette soirée qui aura permis d'échanger, de mettre un peu de baume au cœur également, on l'espère. Merci également aux intervenants qui ont tous et toutes été brillants. On vous laisse vous retourner derrière vers le pot de l'amitié à échanger. Merci également à l'AIE pour l'accueil. Merci à tous, très belle soirée.